Nous sommes en 1191, en Terre Sainte, non loin d'un village appelé Arsouf. Au cours de la plus grande bataille de la Troisième Croisade, les forces de Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, duc de Normandie, duc d'Aquitaine et comte d'Anjou affrontent l'armée de Saladin. Cependant, ce dernier réussit à retraiter correctement, obligeant Richard à négocier la paix par le traité de Jaffa. Une trêve de 3 ans est finalement convenue et la ville sainte reste sous le contrôle des musulmans. L'Occident échoue donc à rétablir le royaume de Jérusalem, mais pour le prince angevin, la priorité est désormais de rentrer chez lui. En effet, malgré le triomphe d'Arsouf qui le fait rentrer dans l'histoire, Richard Cœur de Lion est confronté à la pire situation possible. Son rival, Philippe II, est déjà retourné à Paris et sa présence en Europe laisse planer une menace imminente sur son empire. Le Capétien n'a jamais caché son désir d'affaiblir la puissance angevine, alors le Plantagenet doit revenir au plus vite. L'ennui, c'est qu'à peine pose-t-il les pieds en Europe que les vieilles rancunes avec les Germains refont surface. Lorsqu'il arrive en Autriche, il est capturé par son ancien allié, Léopold V, qui lui reproche son comportement outrageux au siège de Saint-Jean d'Acre. La rançon que demandent ses ravisseurs oblige sa mère à lever des impôts très lourds dans un pays déjà fragilisé par les taxes. Si la deuxième croisade a ruiné le royaume des Francs, les conséquences de la troisième menacent de faire effondrer la dynastie Plantagenet. Si vous aussi, vous êtes victime de démarchages incessants, de spam téléphonique indésirables qui vous vendent des formations ou des nouveaux services, eh bien sachez que malheureusement, ces pratiques malhonnêtes ne sont pas prêtes de s'arrêter. Si vous n'adoptez pas le service adapté, comme un Kony par exemple, vous serez constamment dérangé par des publicités envahissantes. En fait, la plupart des spams que vous recevez sont parfaitement légaux. Les entreprises récupèrent vos informations de contact, comme des numéros de téléphone ou des adresses, à partir de courtiers en données, aussi appelés data brokers en anglais. Email, date de naissance, informations financières, coordonnées, habitudes d'achat, préférences de navigation. Chaque indice permettant de détailler vos préférences sont récupérés par des courtiers dont l'objectif est d'établir un profil pour vous décrire. Ils veulent estimer votre propension à consommer tel ou tel produit ou service afin de vous spammer de façon ciblée. Alors, un Kony, le sponsor de cette vidéo, c'est l'outil parfait pour en finir avec la publicité indésirable. En quelques secondes, vous créez un profil avec vos informations. Un Kony prend ensuite en charge les demandes de suppression de données auprès de centaines de courtiers à travers le monde entier. Chez moi, en utilisant une adresse mail que je renseigne un peu partout depuis 10 ans, plus de 60 demandes de suppression ont été envoyées en quelques semaines. Depuis, je suis beaucoup moins dérangé par les notifications inutiles et ma boîte de réception est plus lisible. Bref, essayez un Kony gratuitement pendant 30 jours, satisfait ou remboursé, puis profitez de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Le lien pour obtenir la réduction se trouve juste en dessous, alors bonne vidéo avec un Kony. En 1192, à la fin de la Troisième Croisade, Richard Cœur de Lion se retrouve prisonnier des Germains. Philippe II ne pouvait pas rêver mieux comme opportunité. Il peut non seulement pousser le frère du roi d'Angleterre, Jean, à se révolter contre sa famille, mais il peut aussi ternir la réputation de son rival. Pourtant, faire passer le prince angevin pour un criminel ne va pas de soi. Depuis sa victoire à Arsouf, l'Occident se prend de passion pour ce roi chevalier. Le poète normand Ambroise l'a surnommé le Preußreis à corps de lionne ou le roi preux au cœur de lion en français moderne. Sa formule est même reprise en vieil anglais King Richard, cohort de lion. Comme la maison Plantagenet et la maison Capet se disputent le contrôle de la France, on peut se douter que cette popularité joue en faveur de la première. Dans ce contexte, Philippe regrette son départ précipité de la croisade. Selon l'historien Stéphane Curveillet, il est clair à la lecture des archives que le roi français se l'est reproché toute sa vie. Certains ont pensé que le Capétien avait fait exprès de revenir à Paris, mais l'analyse des anciens documents nous montre plutôt le contraire. De ce retour imprévu, Philippe aurait ressenti de la honte et du mépris à son égard. Avait-il cependant le choix? Nous l'avions dit dans l'épisode précédent, le fait de n'avoir qu'un seul héritier mâle met sa couronne en grand danger. Si la maladie contractée au siège d'Acre l'avait finalement emporté, les conséquences auraient pu être encore plus graves. C'était soit rentrer avec la honte, soit condamner tout son royaume à la guerre de succession. Ainsi, le retour précipité du roi des Francs semble avoir été motivé par des obligations politiques. Le problème, c'est que le coût en termes de réputation est augmenté par les exploits militaires de Richard Cœur de Lion. Le pire ennemi du Capétien s'est distingué avec brio sur le champ de bataille.
Dans ce cadre, le voir croupir en prison est une chance incroyable. Tandis que l'Occident chante les succès du prince d'Anjou, Philippe envoie des lettres aux Germains pour les convaincre de le garder sous les verrous. Il décrit son rival comme étant un roi contre Dieu et contre l'humanité. Richard serait un souverain cruel et impie, tout le contraire d'un héros de guerre. Au nom de la miséricorde, écrit-il, il faut le maintenir sous garde étroite et ne jamais le faire sortir. Ensuite, puisque Richard ne mériterait pas sa couronne, le Français se tourne vers son petit frère Jean pour qu'il lui usurpe le trône d'Angleterre. Tandis que Paris offre son soutien diplomatique au cadet des Plantagenets, le roi des Francs demande en retour quelques territoires anecdotiques pour se dédommager. Philippe exige notamment la ville d'Évreux, le Vexin normand ainsi que quelques places fortes en Touraine et dans le Limousin. Sur le papier, ces fiefs ne valent pas grand-chose au regard de la couronne anglaise, alors Jean les lui remet sans sourciller. Il ne se rend pas compte qu'il s'agit en fait de points stratégiques à partir desquels les Capétiens pourront attaquer plus tard le pays angevin. Enfin, tandis que Richard enrage de voir son empire se faire déchiqueter, son rival aggrave encore sa situation en faisant monter les enchères. Philippe propose aux Germains de leur verser 80 000 marks pour qu'ils gardent le prince angevin prisonnier. Si ce dernier veut acheter sa liberté, il devra donc proposer une somme supérieure, ce qui ruinerait sa population. Arrivé au printemps 1194, la situation dans l'Empire plantagenet devient critique. L'Angleterre est quasiment en guerre civile, les territoires français sont dans l'expectative, la population est mise à contribution pour financer la rançon du roi, tout ça après que la maison d'Anjou se soit déjà saignée à blanc pour financer la guerre sainte. Il faut en fait toute l'abnégation d'Aliénor d'Aquitaine pour sauver sa famille. L'ancienne reine des Francs réunit une somme colossale de 150 000 marks et l'envoie sans tarder en Germanie. Satisfait, l'empereur et le duc d'Autriche laissent finalement leur ancien compagnon sortir de sa prison. Richard, toujours enragé après 1 an et demi de captivité, se rend alors en Angleterre immédiatement. Philippe essaie de prévenir Jean, prenez garde, le diable est déchaîné, écrit-il en espérant que son rival sera arrêté, mais c'est plutôt le contraire qui se passe. Loin de repousser l'ancien prisonnier, les habitants auraient davantage célébré le retour du héros. En face, Jean est complètement dépassé, il redonne son trône sans résister, mais Richard décide de lui pardonner. Estimant que son frère a été manipulé plus qu'autre chose, le roi passe plusieurs semaines sur la Grande Île dans le but d'apaiser les tensions. Peu après, l'ancien croisé débarque en Normandie au mois de mai, puis son armée surprend la garnison capétienne à Évreux. Après avoir incendié la ville, il redescend rapidement vers le sud pour assiéger le château de Loches que son frère a cédé illégalement. Le Français tente alors de couper ses arrières en menaçant Vendôme, mais sans qu'il s'en aperçoive, le prince angevin s'apprête à lui tendre une embuscade. Au début du mois de juillet 1194, Philippe II est en route pour le château de Vendôme qu'il compte assiéger pour faire pression sur les arrières de l'ennemi. Étant en déplacement sur une terre acquise aux Angevins, il avance non seulement avec toute son armée, mais également avec toutes ses archives. Derrière les bagages de ses chevaliers suivent des dizaines de chariots remplis de papiers servant à prouver son identité, son ascendance et ses droits féodaux. Comme nous l'avions dit dans l'épisode 1, le roi des Francs est légalement le suzerain de tous les territoires situés au sein de l'ancienne Francie occidentale. Même si elle est en guerre avec la maison Plantagenet, elle-même suzeraine de la moitié de cette Francie-là, la maison Capet est théoriquement sur ses terres. Par contre, prouver ce que nous venons de dire n'est pas une mince affaire au Moyen-Âge, les féodaux ne parlent pas tous la même langue et ils ignorent souvent les vieux traités. Il faudrait aux Capétiens une excellente réputation, mais là encore, la couronne française est très en retard sur son concurrent. Toujours selon Stéphane Curveillet, la maison Capet n'a pas autant investi le domaine de l'écrit que la maison Plantagenet. Résultat, les chroniques de Richard sont mieux diffusées, mieux distribuées, mieux racontées que celles de Philippe II. Le roi des Francs doit toujours se justifier quand il traverse le territoire de ses vassaux, contrairement à son rival, qui est plus populaire. Il aimerait que cette situation change, mais faire de sa vie une épopée romanesque n'est pas toujours facile. En effet, à une époque où la réputation d'un prince est aussi importante que le nombre de soldats dans son armée, le roi des Francs trouve encore le moyen d'écorner son image. Nous sommes alors en novembre 1193. À ce moment, Richard était toujours enfermé en Germanie et la première femme de Philippe, Isabelle de Hainaut, venait de mourir à seulement 20 ans. On proposa alors à la couronne la main de Inchburg, princesse du Danemark. Celle-ci promettait notamment d'apporter une dot en argent à une époque où la cour de Paris comptait chaque pièce de monnaie. Espérant remplir ses coffres au passage, Philippe épousa sans tarder la fille du roi du Danemark.
Problème, peu après la cérémonie, le Capétien fut pris d'une panique aiguë et demanda soudainement à sa femme de repartir d'où elle venait. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, il aurait exigé l'annulation du mariage seulement quelques heures après avoir pris Inchburch pour épouse. Pourquoi, comment, pour quelles raisons, les motifs de ce volte-face aussi soudain que surprenant ne sont pas clairs. Certains disent que le roi aurait ressenti un dégoût immédiat à la vue de son épouse. D'autres affirment que la dot en argent promise à la cour de Paris ne serait jamais arrivée. Il est possible également que Philippe soit encore fébrile suite à sa maladie contractée pendant le siège d'Acre. Il aurait été incapable de faire son devoir de mari dans la chambre et aurait développé une véritable aversion pour sa femme. Quoi qu'il en soit, en rompant aussi légèrement un serment pris devant Dieu, il aurait choqué toutes les princesses de la cour. Bref, désormais embourbé dans une affaire maritale compliquée, Philippe estime que le déficit de réputation avec Richard met son pouvoir en péril. Il charge alors le moine Rigord d'écrire l'épopée de sa vie. Le chroniqueur formé à Saint-Denis doit composer une biographie afin de redorer l'image de son maître. Néanmoins, la tâche n'est pas facile pour le poète. Il apprend que le Capétien n'a pas seulement refusé la princesse danoise, mais qu'il l'a aussi fait enfermer dans un couvent. En même temps, la reine refuse de rentrer chez elle. Roma, aurait-elle dit, elle aurait demandé l'intervention de Rome pour que le pape en personne rappelle son mari à l'ordre. Pour une femme qui ne parle pas un mot de français, c'est en effet un sort bien cruel que lui a réservé son mari. Pire encore, alors que le mariage n'est pas encore annulé officiellement, Philippe refuse catégoriquement de libérer Inchburch. Horrifié à l'idée de la reprendre auprès de lui, il la fait placer dans la tour d'Étampes avec interdiction de sortir. Les nobles de la cour se regardent dans le blanc des yeux, le roi se remarie avec une certaine Agnès de Méranie et le couple cherche à faire un enfant. L'affaire prend ainsi une tournure invraisemblable car Philippe devient bigame, c'est-à-dire qu'il a 2 femmes et c'est une chose absolument interdite. Le prince a beau corrompre les évêques, il a beau faire pression sur le pape et a beau faire taire les critiques, il n'empêche que cette situation est inédite dans l'histoire des Capétiens. En somme, pas facile pour le moine Rigord de faire de son maître un héros légendaire. Hier la croisade, aujourd'hui Inchburch, même si Philippe n'est pas toujours responsable des événements, l'opinion ne retient souvent que le résultat. Pour ne rien arranger, Richard Cœur de Lion s'apprête à infliger au roi des Francs sa première défaite sur le terrain. Le 5 juillet 1194, le prince d'Anjou s'est approché à son insu sans se faire voir. Depuis la lisière des bois où il a caché sa cavalerie, il débarque tout à coup dans la clairière et prend les Français par surprise. Lors de la bataille de Fredval, Philippe doit s'enfuir à travers la forêt en laissant derrière lui son trésor, ses emblèmes et toutes ses archives. En plus de faire oublier Inchburch, le moine devra aussi minorer cette malheureuse affaire de Fredval. Durant l'été 1194, Richard Cœur de Lion, désormais libéré de prison, fait campagne en France contre le roi Philippe II. Lors d'un affrontement à Fredval, il détruit complètement la colonne française et s'empare du trésor, des bannières et des archives de son rival. Un événement malheureux qui pousse d'ailleurs le roi des Francs à créer les archives nationales pour conserver ses documents en sécurité. L'institution existe toujours aujourd'hui et protège notre mémoire collective depuis 800 ans. De l'autre côté, les caisses des Plantagenets sont tellement à sec après les événements décrits plus tôt que les soldats ne peuvent pas continuer la guerre. Les 2 camps déposent les armes et signent la trêve, malgré le fait que les 2 princes soient très loin de vouloir la paix. En 1196, malgré sa défaite face à Richard, Philippe conserve les gains territoriaux acquis aux dépens de Jean. Ne perdant aucun instant, il demande à Rigord d'accélérer l'écriture de sa chronique. Le roi atteint désormais l'âge de 30 ans et il semble enfin remis de sa maladie, la léonide. Il se sent prêt à raconter sa légende, d'autant plus que son fils, Louis le Lion, a désormais 7 ans. L'enfant a survécu aux problèmes de santé courants à cette époque et il a toutes les chances de parvenir à l'âge adulte. Bref, la chance semble finalement être du côté français. Rigord table ainsi sur un avenir radieux et il donne à son maître le nom de Philippe Auguste. Auguste, comme c'était l'usage d'appeler les glorieux empereurs de la Rome disparue. Il espère simplement que le mariage avec Inchburch sera vite oublié et que la nouvelle reine Agnès de Méranie lui donnera beaucoup d'héritiers mâles.
Dans l'autre camp, l'Empire plantagenet est paradoxalement en très mauvaise posture malgré ses victoires militaires. Il est non seulement ruiné suite aux événements passés, mais surtout, son roi Richard Cœur de Lion n'a pas d'enfant légitime. Personne ne sait qui héritera de sa couronne, ce qui, vous l'aurez compris, ne lui garantit que des problèmes. Craignant que l'ennemi n'en profite, il fait construire une forteresse sur les bords de Seine pour protéger son duché le plus vulnérable. Positionné en avant de la Normandie, l'ouvrage défensif qui va devenir un modèle du genre prend le nom de Château Gaillard. En 1198, tandis que le chantier de Château-Gaillard n'est pas terminé, le roi des Francs est de plus en plus inquiet. Richard Cœur de Lion ne fait pas qu'utiliser la forteresse pour se protéger, il s'en sert également comme un avant-poste pour attaquer l'île de France. Pillage, embuscade, violence en tout genre, les Plantagenets séquestrent civils et militaires, si bien que le Capétien est obligé de réagir. Après avoir réuni son host, c'est-à-dire son armée, Philippe Auguste sort de Paris pour s'avancer près de Courcelles. Lorsqu'il tombe nez à nez avec l'envahisseur, ses chevaliers engagent la bataille à la sortie des bois. Le roi Philippe, écrit Rigord dans sa chronique, était enflammé par la colère. Avec 500 hommes seulement, il s'élança furieux dans les rangs ennemis. Pourtant, tous les mots du moine ne sauraient changer l'issue assez défavorable du combat de Courcelles. Les chevaliers plantagenets finissent par percer les rangs français. Philippe se retrouve ainsi entouré par l'ennemi et il doit s'enfuir pour éviter la capture. Puis, se rappelant qu'il est aussi le suzerain légal de tous les soldats qu'il affronte, il s'arrête net et regarde ses hommes. Non, se serait-il exclamé, je ne fuirai pas devant mon vassal. Il aurait alors empoigné les rênes de sa monture pour revenir furieusement dans la bataille. Néanmoins, les efforts du Capétien semblent avoir été en vain car l'affrontement tourne bel et bien à la déroute. Selon le récit anglais, le roi des Francs aurait manqué de se noyer dans la rivière après qu'un pont ait cédé sous le poids de sa cavalerie. Rigord, évidemment, ne prendra pas note de cet événement malheureux. Après la bataille de Courcelles, la guerre franco-angevine devrait en toute logique tourner à l'avantage des Plantagenets. Cela a fait 2 victoires militaires pour Richard qui saute sur l'occasion pour s'affirmer face à Paris. Légalement, il est vassal du roi des Francs, du moins pour toutes les terres situées au sein de l'ancienne Francie occidentale de 843. Mais après toutes les basses manœuvres du Capétien, après tous les coups montés et les intrigues assassines, l'honneur exige que le prince angevin soit détaché de ses engagements. Il annonce alors que sa nouvelle devise sera « Dieu est mon droit », signifiant que son pouvoir provient du ciel et non du roi des Francs. Qu'importe ce que dit le traité de Verdun, se consigner les petits-fils de Charlemagne n'a plus de valeur selon lui. Il ne le sait pas encore, mais le royaume d'Angleterre utilise encore sa devise 8 siècles plus tard. La phrase « Dieu est mon droit » figure toujours sur les armoiries officielles de la royauté britannique. Qui aurait pu penser qu'un prince de France aurait eu autant d'influence chez nos voisins? En tout cas, le charisme de Richard Cœur de Lion finit par avoir raison de Philippe Auguste. Après la bataille de Courcelles, les vassaux de Paris commencent à jeter l'éponge. Le comte de Flandre, le comte de Toulouse, le comte de Blois, ces 3 seigneurs très influents déclarent vouloir la paix avec le prince d'Anjou. En même temps, si les caisses sont vides, que les campagnes sont ravagées et que les populations sont fatiguées, le roi des Francs n'a peut-être pas d'autre choix que de négocier la paix. Arrivés en 1199, les Capétiens sont encore vaincus sur le terrain mais les Plantagenets ne peuvent toujours pas gagner la guerre. Richard triomphe à Courcelles comme il avait triomphé à Friedval, mais il manque cruellement d'argent pour transformer l'essai. Impuissant, l'Angevin négocie alors une nouvelle trêve avec son rival, juste avant de faire une série d'erreurs absolument fatales pour sa maison. Selon le chroniqueur Guillaume le Breton, c'est à ce moment que Dieu revisita le royaume de France. On peut comprendre cette métaphore comme un enchaînement d'événements heureux pour la maison Capet, même si celle-ci est à bout de ressources, que ses vassaux commencent à l'abandonner et que Philippe a mauvaise réputation, la fortune sourit finalement à ce dernier. En face, Richard n'a toujours pas d'enfant légitime. Malgré le risque d'une crise de succession, il accepte quand même de marier sa nièce à Louis le Lion. L'unique héritier des Capétiens est promis à Blanche de Castille, donnant à Paris une possible revendication sur le trône d'Angleterre. Le Plantagenet joue donc avec le feu, mais c'est pour lui la seule façon d'obtenir des garanties. Il n'a après tout que 41 ans, et il se dit peut-être qu'il n'est pas trop tard pour avoir des enfants. Malheureusement pour lui, le 6 avril 1199, la catastrophe s'abat sur l'Empire angevin.
En Auvergne, le seigneur d'un petit château appelé Chalut se révolte pour des raisons encore incomprises. Ayant l'habitude de mener ses troupes sur le champ de bataille, Richard Cœur de Lion prend les devants et assiège lui-même la forteresse. Mais tandis qu'il dirigeait ses troupes et qu'il portait fièrement les bannières angevines, un carreau d'arbalète lui aurait transpercé la poitrine. Tiré depuis le haut d'un donjon, le projectile blesse mortellement le prince d'Anjou et plonge toute sa famille dans la crise. Alors, la mort accidentelle et imprévue de Richard change complètement le destin de la France. Sans enfant légitime pour hériter naturellement de ses nombreuses couronnes, l'Empire Plantagenet va entrer dans la guerre civile. Arthur, le neveu du roi défunt, ainsi que Jean, son petit frère, réclament tous deux les droits d'héritage. À l'aube d'un nouveau siècle, le Capétien sait qu'il a désormais un coup à jouer et qu'il pourrait tout gagner s'il remportait la mise. Malgré les défaites et les déboires de la maison Capet, le hasard des événements donne ainsi une seconde chance à Philippe Auguste. Dieu a peut-être revisité son royaume, mais saura-t-il saisir cette opportunité pour détruire son ennemi? Réponse dans le prochain épisode.